1919, Winnipeg a frappé un grand coup. Les reportages d'actualité ont annoncé le nom de la ville dans des milliers de cinémas. Même les New-Yorkais sophistiqués pouvaient commencer leur journée en lisant ce qui se passait à Winnipeg. C'est le genre d'exposition dont les grands entrepreneurs winnipégois ont toujours rêvé. Mais la réalité ressemblait plus à un cauchemar. Selon les journaux, les bolcheviks et les communistes étaient sur le point de prendre le pouvoir à Winnipeg. La moitié de la ville était en grève. Une révolution était imminente. Des troupes ont été appelées. Les suspects habituels ont été arrêtés, emprisonnés, déportés ou renvoyés de leurs emplois. Après 6 semaines, les rues étaient redevenues sécuritaires pour les citoyens décents, s'ils n'avaient fait aucun faux pas. Ensuite, les gens qui dirigeaient les choses dans cette ville ont agi comme si tout cela n'est jamais arrivé. Jusqu'à récemment, il était difficile de trouver une trace de la grève générale n'importe où. Où est Victoria Park, où les grévistes ont tenu leurs énormes rassemblements? Une fois la grève terminée, la ville a installé une centrale à vapeur dessus. Et où est la place du marché? C'était le coin des orateurs, des syndicats. Aujourd'hui, c'est l'ancien poste de police qui sera bientôt démoli. En 1969, un syndicat a présenté à la ville une plaque commémorant le 50e anniversaire de la grève. De nombreux conseillers municipaux ont été horrifiés. Ils ont dit qu'il était préférable d'oublier un moment aussi honteux de l'histoire de la ville. Pourquoi donc est-ce que la grève générale de Winnipeg provoque tant d'horreur? Après tout, les grévistes n'étaient pas armés. La chose la plus révolutionnaire qu'ils ont faite a été de s'assurer que le pain et le lait étaient livrés pendant la grève. Les hommes et les femmes du comité de grève ne ressemblent guère à des subversifs. Et s'ils voulaient écraser l'État, pourquoi ont-ils demandé aux policiers de rester au travail? Alors, qu'est-ce que ces gens voulaient que nous oublions? En termes simples, la grève générale de Winnipeg est un exemple à couper le souffle de solidarité et de sacrifice de la part des travailleurs de Winnipeg. Pendant 6 semaines, ils ont saisi l'imagination de la ville. La grève a commencé le matin du 15 mai 1919. L'équipe de nuit des opérateurs téléphoniques a passé ses derniers appels et a débranché la prise. Les Hello Girls ne feraient aucune demande pour elles-mêmes. Elles ont fait la grève pour soutenir les ouvriers de construction et les ouvriers de métallurgie. Ces travailleurs étaient en grève depuis 2 semaines. La question clé pour eux était la reconnaissance des syndicats. Le directeur des Manitoba Bridgeworks, Tom Deacon, a déclaré qu'il était disposé à créer un comité d'atelier, mais seulement s'il pouvait, lui, choisir la moitié des membres lui-même. Au Vulcan Ironworks, le patron Edward Barrett a juré de ne jamais prendre d'ordre d'un syndicat. Dans toute la ville, les travailleurs se sont ralliés à l'appel à la grève. Dans les usines de confection, là où on fabriquait des emballages, des relieurs, dans les gares de triage, les brasseries, les briqueteries et les bureaux, les ouvriers et les travailleurs ont tous baissé leurs outils. Ils ont fermé les caisses et ont fermé les fenêtres. À la fin de la journée, plus de 90 syndicats étaient en grève. En quelques jours, jusqu'à 32 000 hommes et femmes ont quitté leur emploi. Plus de la moitié d'entre eux n'étaient même pas syndiqués. C'est ce que les Winnipégois de la classe moyenne trouvaient si menaçant à propos de la grève générale de Winnipeg. Les hommes d'affaires de Winnipeg étaient habitués à briser les grèves et à écraser les syndicats. Certains l'ont fait chaque année. Mais le fait que plus de la moitié des personnes impliquées dans la grève ne soient membres d'aucun syndicat constituait une nouvelle menace. Cela montrait que ces travailleurs de Winnipeg en étaient venus à se considérer comme des alliés communs. La plupart d'entre eux avaient immigré ici au cours des 2 dernières décennies. Ils étaient aussi coupables que nous du racisme, mais ils commençaient à voir au-delà de ces divisions. Déjà, ils étaient bien plus que des membres anonymes d'un marché de travail. C'était une classe ouvrière. Ils vivaient ensemble dans les mêmes quartiers de la ville, enduraient les mêmes quartiers pauvres, voyaient leurs enfants mourir du même manque de système sanitaire et de soins de santé. Ils ont lu les mêmes journaux, ont connu les mêmes dangers au travail et ont même commencé à voter pour les mêmes candidats. C'était de la solidarité.
Ce sentiment communautaire était en évidence tous les jours pendant la grève générale. On le voit sur les visages des ouvriers qui sont venus au Victoria Park. Les soldats revenus de la guerre et qui ont défilé pour soutenir la grève faisaient partie de cette communauté. Et de la solidarité vient la force du sacrifice de soi. Le sacrifice d'une serveuse de 17 ans qui a quitté son premier emploi parce que c'était la bonne chose à faire. Ce sens de la camaraderie a incité les ouvriers du chemin de fer avec des années d'ancienneté à risquer leur emploi pour que tous les machinistes puissent appartenir à un syndicat. Le ministre du Travail a ordonné aux postiers de reprendre le travail ou de perdre leur emploi, mais les postiers ont marqué cette menace retour à l'expéditeur et ont soutenu leurs collègues. Les policiers ont refusé de répudier les grévistes et pour leur courage, le maire de Winnipeg leur a ordonné de remettre leur badge. La grève n'était guère le début de la Révolution canadienne, les travailleurs demandaient simplement les droits de négociation collective dont la plupart des syndicats jouissent aujourd'hui. Mais les chefs d'entreprise de Winnipeg ne toléreraient aucune résistance. Ils se sont constitués en un comité de citoyens de 1000 personnes. De jeunes hommes d'université ont été recrutés dans une force armée. Ils étaient armés de gourdins et envoyés dans les rues. Bientôt, le comité des citoyens donnait les ordres au conseil municipal, aux employeurs et au gouvernement fédéral. Voilà le comité central qui a pris le pouvoir en 1919. Après 5 semaines, ils se sont arrangés pour faire arrêter les chefs de grève. Lorsque les travailleurs ont manifesté silencieusement pour protester les arrestations, la police montée a interrompu leur manifestation. Un homme était tué, un autre est mort quelques jours plus tard. Des dizaines d'autres ont été blessés ou déportés ou mis en prison. Le message était clair. Les mitrailleuses resteraient dans la rue aussi longtemps que nécessaire. En quelques jours, le retour au travail avait commencé, mais le sentiment de solidarité et de sacrifice a continué. Les tribunaux ont envoyé les chefs de grève en prison, mais aux prochaines élections, les travailleurs les ont envoyés à la législature et au Parlement. De nouveaux partis politiques, syndicats et institutions de la classe ouvrière ont tous pris racine dans le nord de Winnipeg. Après des décennies de lutte, de nombreux objectifs des grévistes ont été atteints. Mais ce fort sentiment de communauté de la classe ouvrière a été érodé récemment. Il a été noyé par une nouvelle culture commerciale. Mais les conflits de classe ne peuvent pas toujours être cachés sous la surface. Lorsque les tensions s'élèvent, le gouvernement et le monde des affaires montrent clairement qu'ils n'ont pas oublié les leçons de 1919 et c'est pourquoi il est important que les travailleurs conservent la mémoire de la grève. Un événement comme la grève générale de Winnipeg, il n'est jamais vraiment perdu s'il n'est pas oublié. Aujourd'hui, de nouvelles solidarités se forgent et de nouvelles justices sont en cause. Le souvenir de 6 semaines de solidarité à l'été 1919 peut être une ressource précieuse dans ces luttes, car si leur condamnation est la nôtre, nos sacrifices et nos solidarités seront leur victoire.